Bienvenue dans cette dernière heure de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. Le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour au pays après un séjour à Paris, en France. Accompagné de son épouse, le chef de l'État a été accueilli à son arrivée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly et plusieurs membres du gouvernement. Le groupe Somdia, spécialisé dans le secteur du sucre, renforce son investissement en Côte d'Ivoire. Le patron du groupe, Alexandre Villegren, a été reçu mardi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. 7e forum des jeunes du Conseil économique et social des Nations Unies. En marge de l'événement, les ministres en charge de la jeunesse des pays membres de l'OIF se sont rencontrés. Je vous le disais tantôt, le premier président de la République, Alassane Ouattara, est de retour au pays. Vous le voyez en image, après donc un séjour à Paris, en France, accompagné de son épouse. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a été accueilli à son arrivée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly et plusieurs membres du gouvernement. Notez qu'avant son séjour en France, le président Alassane Ouattara a pris part les 28 et 29 janvier dernier au sommet de l'Union africaine. Le groupe Somdia, spécialisé dans le secteur du sucre, renforce son investissement en Côte d'Ivoire. Le patron du groupe, Alexandre Villegren, a été reçu ce mardi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Alexandre Villegren est le patron de la société Somdia. L'entreprise, spécialiste dans le sucre, a produit entre 2017 et 2018 près de 105 000 tonnes de sucre. Alors que l'industrie sucrière sur la scène internationale est dans la tourmente, Alexandre Villegren se dit confiant en la Côte d'Ivoire. Nous croyons dans la filière sucrière en Côte d'Ivoire et nous croyons à la productivité et à la compétitivité du sucre ivoirien. Malheureusement, nous sommes dans un moment où le prix du sucre au niveau mondial est extrêmement faible et n'a rien à voir avec le prix de revient de quiconque le produit dans le monde, même au Brésil. Le prix du sucre au consommateur brésilien est plus cher qu'au consommateur ivoirien. Et pourtant, le cours mondial, et c'est eux qui principalement le font, est très très faible. L'entreprise entend étendre ses surfaces de production et donner ainsi du travail à quelques 200 familles en zone agricole. Voilà, Alexandre Villegren, reçu donc par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ce mardi. Le reportage était signé Alexis Ouedraogo. Avec Gabriel Zané, on sera à présent à Bingerville pour revivre ensemble la cérémonie de pose de la première pierre de la Page Blanche, le centre de prise en charge des enfants handicapés et polyhandicapés intellectuels. Première pierre posée par Henriette Konambédié. C'est sur ce terrain de 4280 mètres carrés situé à Bingerville, octroyé par le gouvernement, que sera construite la nouvelle Page Blanche, l'établissement de prise en charge des enfants handicapés intellectuels. La première pierre posée par la présidente de l'ONG Servir marque le démarrage des travaux. La nouvelle Page Blanche sera appelée le complexe Henriette Konambédié. Soyez rassurés que je ne ménagerai aucun effort pour l'épanouissement de nos enfants. Ensemble, nous leur offrirons ce cadre qui permettra non seulement de soulager les parents, mais aussi de faire leur bonheur. À travers ma modeste personne, je soutiendrai toutes les actions visant la justice et l'égalité entre tous les enfants de notre pays. Créée par l'AREA, l'Association pour la réinsertion des enfants par une éducation adaptée, la Page Blanche donne une chance aux enfants polyhandicapés intellectuels, bien souvent rejetés dans nos sociétés traditionnelles. Le complexe comprendra un centre de prise en charge médico-psychopédagogique, des ateliers d'apprentissage professionnel pour jeunes adultes et un foyer d'hébergement. Aux parents d'enfants handicapés intellectuels, ne désespérez pas, gardez la foi parce qu'on a attendu cela. Aujourd'hui, le jour est arrivé. On espère que les murs vont bientôt sortir de terre et que nous pourrons avoir notre complexe. Et on pourra accueillir les enfants et les enfants pourront profiter d'une éducation plus performante et pour demain devenir autonomes. D'une capacité d'accueil de 150 enfants,
Le nouveau centre est beaucoup plus grand que l'ancienne page blanche, qui ne recevait que 35 enfants maximum. Le complexe Henriette Konan-Bédié sera achevé à la fin de 2018. 7e forum des jeunes du Conseil économique et social des Nations Unies. On en parle à présent. En marge de l'événement, les ministres en charge de la jeunesse des pays membres de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, se sont rencontrés. Les temps forts de la rencontre avec Herman Niamier, envoyé spécial. En se réunissant en marge des travaux du 7e forum des jeunes du Conseil économique et social de l'ONU, les ministres en charge de la jeunesse des pays membres de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, veulent apporter une réponse commune aux actions à mener au profit des jeunes pour assurer leur autonomie. Parce que selon une pré-enquête réalisée par l'OIF, les politiques entreprises par le gouvernement en faveur des jeunes sont inopérantes à cause du manque de financement. C'est dans ce sens-là que je voudrais que notre organisation porte, en tout cas, le combat qui consiste à libérer les finances. Comment faire en sorte qu'un jeune qui a un projet auquel il croit fermement et qui a un potentiel va dans une banque pour rechercher des finances et on lui oppose deux facteurs. Le premier, c'est la garantie. L'objectif de cette enquête n'est pas uniquement de poser un diagnostic, mais de renforcer les capacités des structures en charge de la jeunesse. Investir aujourd'hui dans la jeunesse est donc un impératif pour éviter qu'elle se radicalise. Selon les intervenants, une jeunesse oisive est une bombe à retardement. Nous sommes ici pour pouvoir partager les expériences réussies dans les différents pays, mais aussi partager notre conviction que la jeunesse demeure une priorité dans nos différents pays. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, elle constitue 77% de la population de moins de 35 ans. Et donc, nous ne ménageons aucun effort à travers la politique nationale de la jeunesse pour pouvoir répondre aux sollicitations et attentes des jeunes. Rencontre d'échanges, mais également de partage d'expériences, les jeunes ont eu leur mot à dire. Et pour eux, c'est déjà un grand pas qu'ils soient désormais associés aux grandes rencontres. Nous sommes là pour faire des propositions innovantes à l'endroit de nos dirigeants, parce qu'en clair, comme le disait Gandhi, ce qui se fait pour moi sans moi n'est pas fait pour moi, est fait contre moi. Et donc nous sommes là aussi pour leur dire merci, je parle de nos dirigeants bien sûr, mais aussi de leur dire que nous, les jeunes, nous avons saisi cette occasion et nous sommes prêts à travailler davantage pour construire ce monde qu'ils veulent créer et ils veulent créer avec nous. À l'issue des travaux du 7e forum des jeunes du Conseil économique et social des Nations Unies, les instances de cette organisation se sont accordées à offrir plus d'opportunités aux jeunes pour les rendre autonomes afin de les amener à s'impliquer dans les grandes résolutions adoptées par les Nations Unies. Herman Niamier, envoyé spécial. Les forces de sécurité de Côte d'Ivoire se forment aux stratégies de lutte contre le terrorisme, ce à l'initiative du ministère de l'Intérieur en partenariat avec l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Michel Digri. La lutte contre le terrorisme est une priorité pour la Côte d'Ivoire et ses partenaires internationaux. Le terrorisme, une menace pour la sécurité et les libertés dont jouissent les citoyens, selon Toby Vincent Irié, directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Cet appui des États-Unis est à inscrire dans le cadre d'un programme d'assistance antiterrorisme mis en place au lendemain de l'attaque de Grand Bassam. Le programme permettra de renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité ivoiriennes, notamment celles responsables de l'application de la loi et de la sécurité à travers l'expertise de formateurs américains. Le terrorisme peut frapper partout. Son but est de mettre en péril notre sens de la sécurité et de détruire les liens de confiance qui nous réunissent. L'une des meilleures manières de riposter et de renforcer nos partenariats est par la préparation, comme nous le faisons aujourd'hui. Le ministère de l'Intérieur a rendu possible cette formation qui, à terme, va permettre à plus de 54 policiers et gendarmes de développer un réseau de collaboration dans la lutte contre le terrorisme. Leur champ d'expertise sera la prévention, l'identification, la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière.
Coopération décentralisée, le district d'Abidjan vient de signer un accord avec 3 régions. L'objectif est d'asseoir un développement équilibré dans toute la Côte d'Ivoire. L'enseigné Bakayoko. L'accord cadre ainsi signé met en relation d'une part le district d'Abidjan et d'autre part les régions des Grands Ponts, du Boclé, de Lifou et la commune de Dabou. La coopération naissante concerne entre autres la santé, l'éducation, l'agriculture, le tourisme, l'habitat et l'artisanat. Un exemple de solidarité. C'est un foisonnement auquel nous sommes conviés pour permettre que chacun de nous optimise ses potentialités et faire en sorte que la coopération entre les collectivités ivoiriennes soit un exemple pour beaucoup d'autres pays, beaucoup d'autres régions. En matière d'accompagnement et de visibilité, les régions ivoiriennes font face à des difficultés d'ordre financier et logistique, ce qui limite leur efficacité. Ce partenariat devrait donc permettre aux régions d'améliorer le dispositif économique par la création d'emplois au profit des populations. Pour ce développement de proximité, nos populations vont tirer le meilleur bénéfice possible. Et nous allons nous employer pour que cela soit un exemple, non seulement entre la région de Lifou et Abidjan, mais aussi avec les autres régions. Cette coopération va nous amener loin pour aller chercher tous les éléments qui vont concourir au bien-être des populations. Dans les années à venir, le district d'Abidjan envisage d'élargir sa coopération à toutes les autres collectivités décentralisées ivoiriennes. On parle agriculture à présent. Les producteurs de cajou de Séguéla se préparent à aborder la campagne de commercialisation de la noix de cajou. Ils réfléchissent donc à la sécurisation des fonds durant cette période pendant laquelle sévissent bandits, braqueurs et autres coupeurs de route. C'est ce que nous dit Konaté Ngana. La filière cajou représente un flux financier de près de 40 milliards de francs CFA pendant les 5 mois d'activité dans la région du Ourodougou. Mais un phénomène inquiétant vient troubler ce beau tableau. Les braquages des acheteurs et des pisteurs aux sorties des banques ou en partance vers les lieux de collecte. Au cours d'une rencontre à la préfecture des régions de Séguéla, les acteurs de la filière exerçant dans le Ourodougou ont décidé de réfléchir à la sécurisation des fonds devant servir à acheter le produit aux producteurs. Ces 2 dernières décennies, les augmentations de prix ont rendu le secteur très sensible. Dans le cas où le stock à acheter est de 40 tonnes, l'acheteur se retrouve dans son magasin ou au beau champ avec une somme de 20 à 32 millions de francs CFA, sans aucune forme de sécurisation, devenant ainsi une cible privilégiée pour les braqueurs et toute autre personne mal intentionnée. L'une des principales causes des braquages est l'utilisation systématique de la monnaie physique pour toute transaction d'achat et le non-respect des principes élémentaires de sécurité. Les responsables d'institutions financières et sécuritaires ont fait des propositions afin de ramener la quiétude dans le secteur. Lors de la précédente campagne, ce sont ainsi plus de 100 millions de francs CFA qui ont été arrachés à leurs propriétaires parce que la pratique traditionnelle de commercialisation veut que les acteurs se déplacent avec la liquidité pour effectuer les achats. Bientôt, une usine de production de granit à Tiassalé. Pour ce faire, le ministère de l'Économie et des Finances a parrainé ce lundi à Abidjan une convention de garantie entre le Fonds de solidarité africaine et Coris Bank International Côte d'Ivoire. Cette signature tripartite consacre l'engagement du Fonds de solidarité africain à garantir auprès de Coris Bank le financement du projet d'installation d'une carrière de granit dans la région de Tiassalé. Projet porté par Somima Granit Côte d'Ivoire. Le projet porte sur l'installation d'une unité industrielle de promotion de production de granulats par le concassage de granit. Sur les 2,1 milliards à allouer à Somima Granit, la garantie accordée par l'institution multilatérale s'élève à 1,7 milliard de francs CFA, soit 80% du crédit. Somima Granit respectera tous les engagements pris dans le cadre de ce projet. Faut-il le rappeler, ce projet d'implantation de carrières industrielles de concassage de gravier est un investissement global de 3 milliards de francs CFA.
dont la réalisation va respecter toutes les exigences environnementales et sociales. Le gouvernement, préoccupé par la transformation structurelle de l'économie ivoirienne, plaide en faveur de l'élargissement de ce partenariat avec d'autres banques et établissements financiers locaux. Je voudrais vous encourager à orienter également l'action du FSA vers le soutien des institutions de microfinance et les fonds d'amorçage pour le financement des PME et PMI qui, comme vous le savez, continuent de souffrir du manque de financement du système bancaire classique. À terme, le projet de production de granit à Tiasalé va favoriser la création d'au moins 200 emplois. Ma plume, une arme contre les mutilations génitales féminines, l'excision. Un concept pensé et lancé par le Collège de femmes auteurs de livres ayant donc trait à l'excision. Je vous propose d'en savoir un peu plus sur cette noble action à l'occasion donc de la journée de lutte contre l'excision, journée célébrée tous les 6 février. C'est avec Franck Quadio. Elles ont décidé d'écrire contre l'oubli et effet miroir renvoyé à la société le drame de l'excision. Mémé, pourquoi m'excises-tu? Le couteau brûlant, rebelle, blessure ou encore amour à vif, 5 ouvrages par 4 écrivaines. Cette séance dédicace à ce 6 février est tout un symbole. En dépit de tout ce qui a été fait comme campagne de sensibilisation, en dépit des lois qui ont été votées, en dépit de tout ce qui a été fait, l'excision perdure, l'excision continue de se pratiquer. Nous nous sommes rendus compte que nous devons continuer, nous devons pouvoir aller au-delà des textes, au-delà de tout ce qui a été dit, en écrivant des livres, en faisant porter notre voix beaucoup plus haut. Pour qu'on puisse effacer quelque chose de multiséculaire, on va peut-être faire aussi des siècles pour que ça s'efface complètement, parce qu'il y a des gens qui tiennent dur comme fer à cette tradition-là. La plume pour éveiller les consciences, Afoué Hélène Songalo, Aminata Traoré et Fanny Sissi veulent transmettre la flamme à ces jeunes filles. Un slogan alors, le couteau ne passera pas par moi. L'excision n'est pas une bonne pratique et j'aimerais vraiment mobiliser tous mes parents, leur donner des conseils concernant ce fléau. Ma cousine qui a été excisée, jusqu'à présent, elle a des problèmes. Elle dit que l'excision, c'est pour enlever le plaisir qu'une femme a pendant les rapports sexuels. Donc ma soeur a des graves problèmes. Pas facile de briser tabous et préjugés. Pour Ami Traoré, auteure, elle-même passée par l'excision, il faut aller bien au-delà de la victimisation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de reconstruction, on parle d'opération, mais qui s'occupe de l'âme en fait de la victime? Parce qu'il y a d'autres, c'est vrai, qui n'ont pas des séquelles. Il n'y a pas de séquelles physiques en tant que tel, mais le traumatisme est là. Et moi, pour ma part, j'ai décidé de partager ma petite expérience parce que moi, c'est le livre qui m'a aidée. L'action des ONG, de la tutelle et autres structures partenaires ont permis de tirer la sonnette d'alarme, mais il y a moyen de faire plus. Le taux de pratique est tombé à 36% en Côte d'Ivoire, ce qui n'était pas le cas au départ. Ça veut dire que la sensibilisation porte son fruit. Et nous avons dit qu'il faut un processus de DDR, la démobilisation des exciseuses, le désarmement des exciseuses et leur insertion sociale. On a l'impression que c'est un problème de femmes uniquement. Mais les hommes ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas concernés. Ils sont concernés. Ce sont leurs enfants qu'on mutile. Ce sont leurs épouses, ce sont leurs sœurs. Mettre fin à la pratique traditionnelle de la mutilation génitale féminine par l'excision. L'objectif est affiché au niveau international à travers la tolérance zéro. On parle politique à présent. La tournée d'information et de sensibilisation entreprise depuis quelques jours maintenant par le Rassemblement des Républicains se poursuit à l'intérieur du pays. On s'intéresse aux étapes de Katiola et de Couteau. En allant à la rencontre des militants du RDA du département de Gbéléban, Bouaké Meïté était porteur d'un message de la direction du parti. Un message axé sur la cohésion, la remobilisation et la solidarité. Sur place, il a pu s'assurer de la mobilisation des militants qui ont décidé de faire du RDR, le parti leader de la région de Kabadougou. La question des prochaines élections locales a figuré également au centre des débats. C'est pourquoi
Le conseil spécial du secrétaire général du RDR a, au nom de la direction du parti, invité les militants à s'inscrire sur les listes électorales, dont l'opération va démarrer bientôt. Se mettre à jour, se réinscrire sur la liste électorale afin de participer massivement aux élections, rester soudés, rester attentifs au mot d'ordre du parti. Les militants du RDR du département de Gbéléba ont traduit à l'envoyé de la direction du parti leur volonté d'accompagner la politique de développement du président de la République. La représentation du parti s'étant avérée trop exiguë pour contenir les militants et sympathisants venus écouter le secrétaire général adjoint chargé de la médiation interne du RDR, c'est la cour de la mairie de Kouto qui a accueilli la mission d'information et de sensibilisation. Les nouveaux majeurs, ceux qui n'avaient pas donc voté en 2016, on leur a donc indiqué les conditions qu'il faut pour être électeur. Donc leur demander déjà de disposer de leurs papiers, j'allais dire de leurs pièces, de sorte que dès qu'on ouvre la révision des listes électorales, qu'ils se précipitent pour le faire. Si on n'a pas voté, on peut difficilement ambitionner d'être premier. Donc il faut commencer par être présent au vote avec des cartes d'identité et sur la liste. Et ensuite, nous pensons pouvoir être le premier parti du Côte d'Ivoire avec les arguments que nous avons et avec les résultats que nous avons. Comme à Kouto, à Boundiali, les militants et sympathisants du RDR ont été informés sur la vie de leur parti depuis son dernier congrès, le développement et le rayonnement impulsé à la Côte d'Ivoire par le président Alassane Ouattara. Le district autonome de Yamoussoukro investi par le RDR, Rassemblement des Républicains, Yamoussoukro, première étape de cette tournée. Le chef de la délégation a mis un point d'honneur aux élections locales à venir. Le RDR souhaite que ces élections se fassent dans le cadre du parti unifié. Donc nous demandons aux militants de travailler dans cet esprit afin que la consolidation soit effective. La participation massive des militants et surtout celle des nouveaux majeurs à la révision de la liste électorale. Les nouvelles orientations de la direction du RDR. Le bilan des actions de développement réalisées par le président de la République, Alassane Ouattara, pour le bien-être des Ivoiriens. Les points forts du message aux militants. C'est le même message qui a été transmis aux militants du département d'Atié-Gouakourou. De retour de Yamoussoukro, intéressons-nous à présent aux étapes de Tabou, d'Adzopé et de Djekano. Face aux militants mobilisés d'Adzopé, le ministre Sidi Touré, 5 mois après le 3e congrès du Rassemblement des Républicains, le secrétaire général adjoint chargé de la jeunesse et de l'insertion professionnelle des militants est en campagne d'information. Il est ici pour instruire la base sur la nouvelle structuration du parti et mieux la mobiliser pour les futures échéances électorales. La position du RDR est claire et connue. Nous irons, dans le cadre de ces élections, dans une famille RHDP réunifiée. Nous allons nous déployer que cela soit sur le terrain effectif. Après 2 heures d'échanges francs et directs, les militants ont bien perçu le message. À cette réunion, en plus des militants de base, on pouvait noter la présence du maire d'Adzopé et des différents responsables du Rassemblement des Républicains de la région de Lamé. À Tabou, les militants du RDR ont démontré leur capacité de mobilisation. Face à eux, Maïsan Kofi Noël et sa délégation. L'envoyé du parti chargé d'apporter aux militants de Tabou l'information relative aux décisions prises par la direction du RDR. Le parti a estimé qu'il était opportun à un moment donné, après la mise en place, sinon la mise en place des instances qui sont en train de se faire, d'aller vers les militants, échanger avec eux, prendre en compte leurs préoccupations afin de pouvoir donner l'orientation nécessaire. La délégation du RDR est repartie de Tabou avec des doléances exprimées par les militants au nom de toutes les populations. Ces doléances portent sur l'ouverture des routes, l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Le Rassemblement des Républicains se porte bien depuis le 3e congrès. Par la voix de son émissaire, Mbaya Maferima Bamba, la direction du parti a tenu à le faire savoir aux militants de la ville de Djekano. La conseillère spéciale de la secrétaire générale du RDR a également rassuré les militants sur l'avènement du parti unifié. Le RDR prône le rassemblement de la grande famille des oufouettistes, d'où l'idée de la création d'un parti unifié. À cet égard, un comité de haut niveau de tous les partis membres du RHDP a été mis sur pied. Mbaya Maferima Bamba a exhorté les militants RDR de Djekano à la discipline lors des prochaines échéances électorales.
On change complètement de sujet à présent. Les associations de jeunesse de la région du Boukani, reçues par Kabanyale, la ministre du Plan et du Développement. Les échanges ont porté, entre autres, sur la cohésion sociale et les perspectives de développement de la région. Olivier Iriebi et Alexis Oudraogo. Ils se disent déterminés à accompagner la ministre du Plan et du Développement dans sa volonté de rehausser l'image du Boukani après les turbulences dans la région. Cet engagement, les jeunes des départements de Bouna, Nassia, Doropo, Teini l'ont exprimé à Kabanyale. Femmes de fierté nationale et de conviction, sachez au plus profond de votre cœur que nous sommes à votre entière disposition. Vous pouvez compter sur nous pour les défis à relever dans notre région. Kabanyale a exhorté la jeunesse à promouvoir la cohésion sociale, gage d'un développement harmonieux. Je voudrais vous encourager pour les efforts que nous consentons tous dans la paix, la cohésion sociale, dans le sens du développement de notre région, le Boukani. Les jeunes du Boukani ont la réputation d'être travailleurs. Je voulais vous encourager à poursuivre dans l'effort, à poursuivre dans la discipline, à poursuivre dans la cohésion. En 2017, Kabanyale avait offert à la jeunesse un véhicule, des bons de permis de conduire et 2 tracteurs en vue de contribuer à leur autonomie. On poursuit en images et on parle tourisme. La commune de Port-Boué va abriter le plus grand parc d'attractions d'Afrique de l'Ouest. L'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère du Tourisme et les partenaires techniques, ont finalisé donc le projet. C'était le vendredi dernier au plateau. Notez que la première phase devrait être visible dans 6 mois. À présent, le tour de l'actualité internationale qui nous conduit donc ce soir en Allemagne, au Royaume-Uni et au Tchad. La grève générale décrétée il y a une semaine par les fonctionnaires pour protester contre les mesures d'austérité du gouvernement touche désormais le secteur privé. Le mouvement a été massivement suivi lundi à N'Djamena. Le personnel des banques, les opérateurs de téléphonie mobile ont cessé également le travail en solidarité avec les travailleurs du public. Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, ne pourra pas quitter l'ambassade équatorienne de Londres où il est réfugié depuis plus de 5 ans. C'est ce qu'a décidé la justice britannique ce mardi, appelée à se prononcer sur une demande de levée du mandat d'arrêt émis contre le fondateur de Wikileaks, recherché par la justice suédoise pour des accusations de viol qu'il nie toujours. Plus de 4 mois après les élections, la chancelière allemande espère annoncer ce mardi un accord avec ses partenaires pour sortir d'un imbroglio politique post-électoral. Les 2 camps ont repris leur débat en fin de matinée pour une dernière ligne droite. Leur objectif est de trouver des compromis sur différents points. La dernière négociation porte notamment sur la santé, le droit de travail, l'Europe ou encore les retraites. Une entente est essentielle pour convaincre le SPD de renouveler pour 4 ans la grande coalition sortante. Et on termine avec cette page noire, le monde de la mode est en deuil. Le coiffeur visagiste Alain Ebrabé Chapeau est décédé ce mardi matin. Celui qu'on appelait le coiffeur des stars a été retrouvé mort à son domicile situé dans la commune de Cocody. L'homme a été pendant des années le coiffeur des candidates du concours Miss Côte d'Ivoire. Adieu l'artiste. C'est ici donc qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure.